À Dijon, lorsqu'Emmanuel quitte l'hôtel de police avec sa petite valise, c'est bien souvent parce qu'un cambriolage vient d'avoir lieu. Il faut dire qu'en France, il s'en produit un toutes les 90 secondes. Cela fait 10 ans qu'Emmanuel travaille dans la police scientifique. Sa mission est toujours la même: résoudre le jeu de pistes qu'ont laissé les voleurs derrière eux. Si on a la chance que beaucoup d'éléments ont été touchés, on aura du travail qui nous permettra éventuellement de trouver des traces intéressantes. C'est dans un magasin qu'a eu lieu l'effraction. Après un rapide coup d'œil à l'extérieur, Emmanuel prend les premières photos. Autant de relevés précis qui aideront les enquêteurs à constituer un dossier sur la manière dont les voleurs ont opéré. Donc au fur et à mesure que j'avance, je fais des photos pour situer. Un coup d'œil à la serrure, un autre à la fenêtre brisée. Il semble clair qu'il y a eu effraction. Les voleurs n'avaient pas les clés du dépôt. Bonjour. La gérante lui explique comment elle a trouvé les lieux et ce qui a été volé. Ici, il y avait des dizaines de cheminées et de poêles à bois disparus. La gérante et le propriétaire expliquent qu'il y en a pour plusieurs dizaines de milliers d'euros de matériel dérobé. Et donc les poils qui ont disparu? Il y a ces trois-là, c'est sûr. Après, Lionel, il est en train de faire le... Parce que là, il y en avait beaucoup plus que ça, là. Et les voleurs ont aussi fracturé la portière de la camionnette de l'entreprise. Peut-être qu'ils ont ouvert avec la poignée. Si les cambrioleurs ont touché le véhicule, il est possible qu'ils aient commis là leur première erreur. Emmanuel va être rapidement fixé. Alors, finalement, ça peut être intéressant parce que s'ils sont quand même, ils sont un petit peu énervés là-dessus. Je vois éventuellement si on peut trouver quelques traces digitales ici. Ouais. Emmanuel déploie son mini-laboratoire. Il contient tout le matériel nécessaire pour relever les empreintes digitales. À commencer par un pinceau très spécial. Se faire une recherche de traces sur le camion avec de la poudre décadactylaire. Une poudre dactylocapillaire, une poudre noire magnétique à base d'alumine et d'oxyde de cuivre. Extrêmement légère, elle ne se fixe que sur les traces de doigts récentes, laissées sur des supports lisses et secs. On a une poudre qui vient se coller, se fixer sur la sueur qu'on dégage avec les doigts ou les matières grasses. En quelques secondes, les premières traces apparaissent. Et bingo! Emmanuel trouve ce qu'il cherchait, une empreinte. Reste à la prélever. Pour cela, il récupère dans sa mallette un support plastique sur lequel il va sauvegarder son empreinte. Voilà, là je suis en fait en train d'effectuer un transfert qui va permettre de prélever la trace et la mettre sur un support transportable. Voilà, donc cette trace. Voilà. Ça pourrait éventuellement être exploité. Mais rien ne dit que cette empreinte est bien celle du cambrioleur. Cela peut être celle d'un employé. Alors, en fin limier, Emmanuel va chercher d'autres indices. Et un mot de la gérante de l'entreprise va le mener à une autre piste. Il y a le voisin qui vient de nous prévenir que le tire-balle est sur son parking. D'accord. Je pense qu'ils ont dû mettre le camion sur le parking d'à côté. D'accord. Eh bien, ça va être lourd à monter les poils là. Ben, on le fait, Un chariot pour porter des palettes qui étaient dans l'entrepôt et que l'on retrouve abandonnées sur le parking. Les voleurs ont dû l'utiliser pour monter leur lourd butin depuis le hangar jusqu'au niveau du parking. Et Emmanuel va s'intéresser tout particulièrement à ce chariot. Il espère qu'en le tirant, le ou les voleurs ont laissé de la sueur. Malheureusement, il est resté dehors. Autrement dit, des traces de leur ADN. Je vais éventuellement essayer de faire de l'ADN en dessous ici. Et peut-être ici, parce que quand même les poils, c'est lourd. Donc il y a peut-être tiré par deux personnes. Donc je fais de l'ADN ici et ici. Et pour prélever cet ADN, il faut d'abord un grand coton-tige. Emmanuel va l'enduire de sérum physiologique. Il va ensuite frotter la poignée du chariot où il pense qu'il peut y avoir des traces de sueur.
Par ce frottement, il compte récupérer des substances microscopiques, invisibles à l'œil nu, mais qui pourraient contenir l'ADN du ou des voleurs. Donc plus il y a de frottement, plus il y a de chances d'avoir d'ADN. En 5 minutes, le coton-tige est remis dans sa coque de plastique, soigneusement identifié. Emmanuel termine son travail. Il ne reste plus qu'à analyser ses prélèvements, empreintes et ADN. Retour au centre d'analyse de la police scientifique. Chaque année, plus de 100 000 échantillons sont analysés derrière ces murs. Parmi eux, les prélèvements effectués par Emmanuel après le cambriolage. C'est Lorraine qui a pour mission de faire parler l'empreinte relevée sur la camionnette. Dans la police, on l'appelle une traceuse. Donc là, on va chercher les points caractéristiques. Et un point caractéristique, c'est un accident dans ces lignes. Par exemple, ici, on a une ligne avec un petit bout qui se rattache. Et donc ça, c'est un point caractéristique. Chaque empreinte digitale comporte des traits caractéristiques qui la rendent unique et permet de l'attribuer à un seul et même individu. Une arme redoutable pour identifier un voleur. Encore faut-il que l'empreinte soit complète pour réunir suffisamment de points identifiables. En France, on utilise 12 points caractéristiques pour faire une identification. Donc si je n'ai pas 12 points sur ma trace, je ne peux pas l'identifier, donc je ne l'exploite pas. Lorraine se concentre donc sur l'empreinte recueillie par Emmanuel sur la camionnette. Les 12 points y sont-ils? 4, 5, 6. Voilà, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je peux peut-être tirer jusqu'à un 7e ici. J'ai pas 12 points là-dessus, quoi. La trace n'est pas assez grande, il n'y a pas assez de points caractéristiques, donc la trace n'est pas exploitable. L'empreinte relevée par Emmanuel sur le camion forcé par les voleurs ne mènera à rien. Mais l'enquêteur avait aussi prélevé un échantillon d'ADN avec un coton-tige sur le guidon d'un chariot à palettes. Peut-être sera-t-il plus concluant. C'est Catherine qui récupère l'échantillon pour réaliser un test ADN. Il faut savoir que lorsqu'on pose la main sur un objet, on y dépose sans le savoir d'infimes fragments de peau et un peu de sueur. À l'intérieur, des cellules. Et si l'on se rapproche encore un peu, dans le noyau, on découvre des chromosomes composés d'ADN. Cette molécule en forme d'hélice. Elle recèle le code génétique spécifique à chaque individu. L'ADN, c'est donc la carte d'identité ultime. Mais pour cela, encore faut-il trouver une trace sur le coton-tige. C'est Catherine qui va essayer d'isoler cet ADN. Après les précautions d'usage pour ne pas altérer l'échantillon avec son propre ADN, elle commence par détacher le coton de sa tige et lui faire subir un certain nombre d'actions. La scientifique va d'abord chauffer l'échantillon, puis le secouer pendant plusieurs heures. Il lui reste alors à en extraire un liquide. Donc l'ADN, s'il y a ADN, il se retrouve dans ce liquide. C'est donc ce petit flacon qui recèlerait l'identité du coupable. Reste à analyser le liquide pour révéler cette identité. C'est le rôle de ce robot high-tech. Il va déterminer les caractéristiques exhaustives de l'ADN, si ADN il y a. Et au bout de 10 heures d'analyse, bonne nouvelle. L'échantillon est positif. Sur l'écran, des traits de couleur apparaissent. C'est le profil génétique unique de la personne dont Emmanuel a prélevé l'ADN sur les lieux du cambriolage. Nous obtenons ce profil génétique. Et je peux même vous dire qu'il s'agit d'un homme, puisque c'est XY. Reste maintenant à découvrir le nom de la personne. Et pour cela, il suffira de comparer cette carte d'identité génétique avec toutes celles contenues dans le fichier national des empreintes génétiques. Un fichier très récent, créé il y a tout juste 15 ans, dans des circonstances dramatiques. Après qu'une affaire criminelle a choqué toute la France et marqué la mémoire collective. Décembre 1997, c'est la psychose à Paris. On retrouve une femme égorgée.
un meurtre sordide. Et les scènes d'horreur se succèdent. De jeunes femmes sont sauvagement violées et assassinées dans des parkings ou à leur domicile. Cette série meurtrière est sans précédent. La terreur s'empare de la capitale. Un spécialiste des tueurs en série, Stéphane Bourgoin, se souvient de ce climat de terreur. Et il y a une véritable psychose, et on le sent. Hein, les restaurants dans tout l'Est parisien se vident le soir, il n'y a presque plus personne dans les rues, les femmes ont vraiment peur de sortir seules la nuit. Les enquêteurs s'interrogent. Ils n'ont aucune certitude, mais des faits troublants laissent penser qu'il s'agit d'un seul et même assassin. À l'époque, Martine Monteil est la directrice de la police judiciaire. C'est elle qui supervise l'enquête. Il y a quand même des éléments qui font pressentir qu'il est possible donc, que nous ayons affaire à un serial killer. Car elles avaient la même position, on retrouvait les mêmes éléments, on retrouvait la même trace sous la gorge. Il a sectionné préalablement le soutien-gorge entre les bonnets, le slip aussi sur les côtés. Tout ça, on le retrouve sur les scènes de crime. Pascal Escarfaille, Catherine Rocher, Elsa Benadi, toutes victimes de meurtres barbares au procédé identique. Mais à la 4e victime, le tueur va commettre sa première erreur. Il laisse des traces de sperme sur le corps d'Agnès Nischkamp. Quelques mois plus tard, il fera une deuxième erreur fatidique. En agressant Elisabeth Ortega, il fume une cigarette et laisse le mégot derrière lui. Le juge Thiel, chargé de l'instruction, peut enfin faire comparer les 2 traces ADN relevées sur les scènes de crime. Des mégots de cigarettes lissés par le tueur qui avait échoué au domicile d'Elisabeth Ortega présentaient un profil génétique identique à celui extrait des prélèvements vaginaux et anaux effectués à l'occasion de l'autopsie de mademoiselle Nischkamp. C'était un même et unique auteur. Les enquêteurs ont désormais la preuve formelle qu'il s'agit bien d'un tueur en série. Mais difficile pour les policiers de tirer de cet ADN l'identité du prédateur. Car à l'époque, ils n'ont pas le droit, ni les moyens, de le comparer à tous les échantillons d'ADN déjà présents dans d'autres affaires à travers la France. Pas de fichier dans lequel fouiller. À l'époque, l'écrivain Frank Spengler s'intéresse de près à l'affaire. On a effectivement des marques pour chacun de ces meurtres, mais la loi ne permet pas qu'on les recoupe. On n'a pas le droit d'aller interroger. Tout ce qui était fichier de délinquants, on ne pouvait pas dire, tiens là j'ai une empreinte génétique, je vais aller voir si dans toutes les affaires qui existent, je retrouve cette même empreinte. Or, le juge Thiel a l'intime conviction que l'assassin est déjà fiché quelque part en France. Le magistrat va outrepasser la loi en faisant pression sur tous les laboratoires du pays pour qu'ils comparent l'ADN du meurtrier avec leurs propres archives génétiques. Les laboratoires me disent c'est non. Ben, je leur dis écoutez, je peux à la limite comprendre sur le plan philosophique votre position, mais vous allez me la matérialiser par écrit. Et je mettrai votre lettre dans le dossier. Et au prochain assassinat, parce que c'est inévitable que ça se reproduise, on ne pourra pas l'empêcher. Eh bien, votre lettre sera au dossier, et puis vous en expliquerez. Le coup de pression porte ses fruits. La plupart des laboratoires réagissent à cette demande pressante et rentrent l'ADN du tueur dans leur fichier. Et c'est à Nantes que la stratégie va se révéler payante. Le responsable du laboratoire appelle le juge Thiel pour lui annoncer la nouvelle. Et là, on va attendre le 24 mars 1998, lorsque le docteur Pascal m'appellera en disant « Monsieur le juge, une bonne et une mauvaise nouvelle par laquelle je commence ». Je lui ai dit « Pour une fois, commencer par la bonne ». Il m'a dit « Le tueur de l'Est parisien est identifié, c'est un nommé Guy Georges ». Je lui ai dit « Docteur, vous n'avez même pas besoin de me dire quelle est la mauvaise, c'est qu'on l'a déjà eu entre les mains ». Et effectivement, on l'avait eu entre les mains au mois de septembre 1995. On ne passe pas du jour au lendemain, comme ça,
à ce genre de criminalité sans avoir laissé quelques traces auparavant, notamment auprès des institutions qui sont chargées de lutter contre ces prédateurs. Grâce à la détermination du juge Thill, l'ennemi public numéro 1 a enfin un visage. Et il a aussi un nom, Guy Georges. Cambriolage, agression, vol. Ce marginal bien connu des services de police a déjà été condamné à plusieurs reprises. 2 jours après avoir découvert son identité, la police met fin à son activité meurtrière. Le tueur de l'Est parisien est enfin arrêté. La police avait recueilli son ADN en 1995, déjà à la suite d'une tentative de viol. Pendant ces 3 années, il était donc techniquement possible d'identifier et d'arrêter Guy Georges. Et pourtant, dans cet intervalle, il va commettre 2 meurtres supplémentaires. Pour le juge Thill, l'arrestation est teintée d'amertume. Je sais qu'à partir du moment où il sera arrêté, il n'y aura plus d'autres victimes. Par contre, on est quelque peu responsable, même s'il faut mettre des guillemets, de la mort de ces 2 jeunes femmes, dont les crimes auraient pu être évités. En 2001, Guy Georges est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, assorti d'une période de sûreté de 22 ans, pour 7 meurtres. Devant ce qui apparaît comme les failles du système, les politiques réagissent. Il y aura un avant et un après Guy Georges. Le 18 juin 1998, la loi Guigou crée un fichier national des empreintes génétiques. Dans un premier temps, ce fichier ne va concerner que les délinquants sexuels. Mais 3 ans plus tard, on se rend compte que ce fichier est tellement utile aux enquêteurs que les politiques élargissent son action. Tout criminel ou délinquant y sera également fiché. Aujourd'hui, plus de 2 millions de Français y sont référencés. Près d'1 personne sur 30. Chaque ADN a son propre code barre. Et dès que la police veut comparer des empreintes génétiques, elle consulte la base de données pour effectuer une comparaison, ce qu'on appelle un rapprochement. Si l'ADN est connu, le fichier donne un nom. En revanche, s'il est inconnu, il est rangé en attendant d'identifier son porteur. Ce système a permis de conclure des affaires criminelles que l'on pensait ne jamais pouvoir résoudre. C'est par exemple grâce à ce fichier génétique que l'on a formellement identifié Pierre Baudin, dit Pierrot le Fou, comme étant le dangereux criminel et assassin récidiviste qu'il niait être. Grâce à l'ADN qu'il laisse sur les corps de ses victimes, la police a pu le stopper dans sa folie meurtrière. Mais ce fichier ne sert pas qu'à condamner. C'est en effet grâce à l'ADN que l'on a pu innocenter Marc Machin, condamné à la perpétuité pour le meurtre d'une joggeuse dans le bois de Neuilly. Il aura passé 7 ans de sa vie en prison pour rien. Et vous allez voir comment les enquêteurs sont allés encore plus loin. Comment, 10 ans après les faits, en faisant évoluer leur propre technique de recherche ADN, ils ont résolu un meurtre qui n'aurait jamais dû être élucidé. L'affaire Élodie Kulik. Lorsqu'en 2002, on retrouve Élodie, une jeune et jolie jeune femme de 24 ans, violée et assassinée en rase campagne, tous les espoirs se tournent vers l'ADN. Car sur les lieux, la gendarmerie a retrouvé un élément précieux, un préservatif avec l'ADN du tueur. Les enquêteurs sont confiants. À l'époque, le père d'Élodie se raccroche à cet espoir. Je pensais bien qu'on le retrouverait vite. Je pensais que c'était quelqu'un qui avait déjà commis des délits et que son ADN allait le trahir. Mais les premières recherches ne donnent rien. L'ADN est inconnu du fichier. L'enquête piétine. Les gendarmes vont alors avoir une idée inédite. Ils convoquent tous les hommes habitant la région et prélèvent leur ADN en espérant mettre la main sur le meurtrier. Le journaliste Georges Charrière couvre alors l'affaire. Toutes les pistes, les gendarmes décident d'exploiter toutes les pistes possibles. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont été en contact
de près ou de loin, tous les hommes avec Élodie sont prélevés. Tous ceux dont on pense qu'ils pouvaient se trouver dans le secteur sont prélevés. Les gendarmes reçoivent des coups de téléphone aussi, de dénonciation. Tiens, un tel, il n'est pas très net, il n'est pas bien, etc. Tout. Systématiquement, les gendarmes vérifient, systématiquement aussi, ils opèrent des prélèvements. C'est dans la bouche, vous grattez bien la langue. 5500 tests ADN sont effectués. En vain. Les gendarmes ne réussissent pas à identifier l'assassin d'Élodie. On croit à un échec. Jusqu'au jour où un jeune enquêteur va avoir une idée lumineuse. Il revient des États-Unis et suggère que l'on s'inspire de leur technique. Une technique dont on ne s'est encore jamais servi en France. Mais l'enquêteur est convaincu d'avoir la bonne méthode. Il arrive donc dans cette enquête avec un regard un peu nouveau. Et il va se souvenir que aux États-Unis, le FBI utilise une technique d'apparentement ADN, ce qui est également le cas en Angleterre à Scotland Yard. Une technique qui consiste à, quand on trouve un ADN sur une scène de crime et qui ne correspond pas à celui qui est dans un fichier, on va essayer de trouver dans le dit fichier les ADN qui s'en rapprochent le plus possible. Donc ça va, les ADN de membres de la famille. Pour la première fois en France, au lieu de rechercher l'ADN du tueur, on va se rapprocher de celui de sa famille. Et cette tentative va se révéler payante. L'ADN retrouvé sur les lieux du crime ressemble beaucoup à celui d'une famille de la région. En l'interrogeant, ils apprennent que l'un des fils s'est tué dans un accident de voiture. À la demande des gendarmes, le juge en charge de l'affaire fait exhumer le corps et procéder à un prélèvement d'ADN. Et confirmation, c'est bien celui du tueur. C'est grâce à l'ADN que 10 ans après les faits, les gendarmes ont pu identifier le violeur et meurtrier présumé d'Élodie Kulik. Moi, j'ai fait cette promesse-là, vous savez, je l'ai fait à ma fille d'abord. J'ai promis le jour où je l'ai vue, j'ai promis que je la trouverais. Et je l'avais promis à mon épouse également. Avec ce système de comparaison d'ADN étendu à toute la famille, les gendarmes ont une arme redoutable entre les mains pour résoudre des enquêtes criminelles, mais ce n'est pas la seule. Car la recherche par comparaison d'ADN est une technique certes imparable, mais elle implique qu'une trace ADN ait été trouvée. Or, cette méthode est maintenant bien connue du grand public et donc des criminels eux-mêmes qui font de plus en plus attention à ne laisser aucune trace derrière eux. Certains portent des gants, d'autres effacent leurs empreintes.